22 janvier 1991. C'est la grande pénitence. Mais c'est une grâce d'essayer. 23 janvier 1991. C'est comme une limite écrasante. Il doit y avoir un autre moyen de procéder, point d'interrogation entre parenthèses, ou un nouveau mouvement, point d'interrogation entre parenthèses. Le corps commence à vaguement comprendre la vision que mère m'a donnée dans la nuit du 13 au 14 septembre 90. Mais il ne sait pas encore comment la pratiquer, entre guillemets, la tête rejetée en arrière. On a du mal à comprendre leur sollicitude merveilleuse et détaillée. Il y a une vision de 1984 qui reste très énigmatique pour moi. C'était dans la nuit du 9 au 10 mai 84. C'est resté si vivant, comme hier. Il m'était dit « Tu vas subir, ou on va te faire subir, une opération pour te changer en le fils de mère. Mais pour cela, il faut que tu sois très immobile, en italique. C'est ce très immobile qui reste une énigme pour moi. La respiration même est un mouvement. J'y pense tout d'un coup. C'était un 19 mai 1973 qu'a eu lieu ma dernière entrevue avec mère. Est-ce une coïncidence? Cet étrange et fatidique mois de mai. Fatidique au sens de factum, destin. 27 janvier 1991. Conversation avec Sujata. L'oiseau blanc, l'appel. Sujata. Nous sommes donc le 27 janvier. Oui. Dimanche. Je me suis bien promenée avec vous. C'était aujourd'hui même, puisque c'était après 3 heures du matin. Nous nous promenions dans un grand jardin. C'était plein de buissons, un peu plus petits qu'une azalée, mais plein de buissons partout, et puis avec des fleurs que je ne voyais pas parce que il faisait nuit, rire. Mais il y avait un clair de lune, et on voyait les buissons, on voyait les formes. Il y avait aussi de grands arbres. C'était un très joli jardin, pas tout à fait arrangé. Ça donnait une impression de nature, de naturel. Je ne sais pas d'où nous venions. Au loin, il y avait une sorte de petite maison avec une véranda, une maison à un seul étage. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme s'il s'agissait d'un oiseau blanc. Un oiseau blanc, mais pas petit, pas comme des pigeons, un peu comme des échassiers, dit-on. Oui. Héron? Héron, oui. Regrette? Oui, quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire exactement quoi. Un oiseau blanc qui était venu, que nous avions vu, et puis qui s'était envolé. Mais ça, c'était dans notre conversation, parce que ce que nous en avions vu à ce moment-là, un autre oiseau, tout blanc, qui était venu, qui était passé. Il avait senti notre présence et il était allé se cacher quelque part. C'est à ce moment-là que vous m'avez dit que, voilà, il y avait l'autre qui était parti
et cette fois-ci, celui-ci, cet oiseau-là, et il fallait que nous le retrouvions, ce grand oiseau blanc. Mais où était-il parti? On ne savait pas, parce que c'était plein de buissons, et il se cachait derrière quel buisson? On ne savait pas. Alors, vous avez dit, la prochaine fois, je ferai mettre des buissons seulement avec des fleurs blanches. Rire. C'est vous qui disiez ça. J'ai dit bon. Je regardais, je ne commentais pas, je vous accompagnais. Ça a duré assez longtemps parce que on marchait, on parlait, on regardait, et puis vous me montriez. Et j'ai compris que les buissons avaient des fleurs colorées, rouges, roses, etc. Sujata rit. C'est tout. Un grand oiseau blanc, mais un échassier. Oui, comme vous dites, une négrette ou bien un héron ou quoi, je ne sais pas. C'était grand. Ce n'était sûrement pas un petit, comment dire, un pigeon ou, oui, un cygne ou une chose comme ça. Même pas un cygne, c'était plus grand. Et ça courait par terre, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu d'eau ou de choses comme ça. On marchait là dans ce joli jardin. Évidemment, c'était à vous parce que vous avez dit la prochaine fois, je ferai mettre des buissons avec des fleurs blanches. Riant. Je ne comprenais pas parce que dans mon esprit, le blanc se cacherait encore mieux avec le blanc. Ça, c'était une première partie. Après, je crois que c'était un peu après, tout a changé. Je ne sais pas où vous étiez. Je me suis trouvée dans une rue rouge. C'était de la terre battue, et c'était la nuit aussi. Dans la première partie, il y avait un clair de lune. Dans la deuxième partie, ça devait arriver vers le matin, pas de lune. Mais je regardais, je marchais, je regardais, c'était ouvert des deux côtés. Il y avait quelques arbres, quelques buissons, etc. Je regardais le ciel comme je le fais, n'est-ce pas? C'était plein d'étoiles, plein, comme ça brillait. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé que j'allais regarder ce groupe d'étoiles. Vous savez, il y a des groupes d'étoiles, des constellations. Si je le retrouvais, parce qu'il me semblait retrouver certaines choses, alors je voulais être. Et puis juste quand j'allais vers le côté gauche de la rue, je n'étais pas au beau milieu, et juste devant moi, heureusement, il y avait une sorte de, comment dire, bouche, une sorte de bouche, un buisson, une sorte de buisson, je ne sais pas. C'était tout vert avec des fleurs blanches dans mon souvenir, et à côté il y avait un champ avec des arbres. Pas une jungle, vraiment, un champ ouvert. Et tout d'un coup, j'allais sortir donc. J'ai entendu des voix. J'ai regardé. J'ai vu 2, 3 hommes qui passaient, c'étaient des Tamouls, ils parlaient entre eux. J'étais cachée et ils ne m'ont pas vu. Et ils parlaient entre eux. Ils sont passés. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait vraiment plus personne, je suis sortie pour regarder et au loin, j'ai aperçu une maison à 2 étages. Non, en lettres capitales. J'oublie l'importance de ce qui s'est passé. Quand ils sont passés, j'ai attendu. Et à ce moment, j'avais dans mon corps une telle, comment dire, un tel besoin de mer que j'ai fixé mon regard devant. J'étais derrière ce buisson, personne ne me voyait. Et avec tout mon être, n'est-ce pas, tout, vraiment, comme si j'avais pu rester là et devenir une pierre, si vous voulez, sans bouger.
Et puis j'ai dit non, si je reste comme ça, après ça va être difficile. Alors j'ai fait un effort, je me suis ressaisie et j'ai commencé à marcher. Et puis tout d'un coup, quand j'ai recommencé à marcher, j'ai vu ce qui arrive avec vous, les jambes qui tremblent, vous savez, quand vous êtes plein de cette puissance, comme vos jambes tremblent, et ce tremblement m'a encore fait penser à vous, et j'ai dit, oh, heureusement que je n'ai pas continué. Voilà. Oh, ma douce, certainement tu absorbes. Tu es dans le même bain. Ça se passe d'une façon différente pour toi, et plus gracieuse peut-être, mais tu es dans le même bain. Ça m'arrive de temps en temps comme ça, quand tout... N'est-ce pas, c'est très physique avec moi, les choses. Oh oui. Et ces mers, n'est-ce pas? J'ai regardé loin comme si, avec mon regard fixe et comme dans un état où mer apparaîtrait. Oh, vous voyez, il y a une telle intensité là, mais je ne sais pas. Oui, je sais. Oui. Enfin, qu'est-ce qui m'a poussé aussi à ne pas continuer? Oh, ma douce, c'est très sage. D'arrêter, d'avoir arrêté. Je ne sais pas. Oh, c'est très sage. Silence. Mais c'est ça qu'on fait. On invoque. Silence. C'est difficile pour le corps, mais ça ne peut se passer que dans le corps. Silence. Oui. Et puis quand je vous ai dit, il y avait cette maison donc au loin, et quand mes jambes ont repris, que j'ai commencé à pouvoir marcher, j'ai fait quelques pas, et tout d'un coup j'ai entendu un bruit derrière. Je me suis retournée. J'ai vu un petit garçon, très jeune, il ne devait pas avoir plus de 8-10 ans, qui courait, mais indien, il courait. Alors après j'ai parlé avec lui. Je suis allée, Satprem riant, c'est peut-être l'âme de l'Inde, Sujata riant, qui essaie de courir. Mais qui essaie de courir? Pauvre Inde. Voilà. Oui. Bon, eh bien, continuons. 29 janvier 1991. Seigneur, mon corps est si désespéré. Les meurtres au Pendjab. On fait descendre les voyageurs, les aligne au mur et on zigouille 12 personnes. Aucune, en lettres capitales, différence entre les nazis et ça. Les nazis sont partout, et tous les jours. C'est la terre des bêtes humaines. Quelque chose en moi crie, en lettres italiques. Conversation avec Sujata. Le faux Sri Aurobindo. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Oui, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je vous raconte un peu. Vous ne savez peut-être pas qu'autrefois, Mère donnait le pranam dans la salle de méditation en bas. Vous ne savez pas, non? Si. Si, vous savez, bon. Alors, c'était le pranam et Mère était là. Mais autrefois, elle mettait son siège, comme moi, je le voyais. Son siège était devant la chambre d'Amritada, le dos contre le mur de la chambre de Nolinida. Autrefois, c'était là son siège. Oui,
De Nolini ou d'Amrita? Non, devant la chambre d'Amritada et le siège adossé au mur de la chambre de Nolinida. C'était haut comme ça. Il y avait donc le pranam, et Mère se trouvait dans ce secteur. Elle se trouvait... Il y avait 2 portes dans la chambre d'Amritada, vous vous souvenez? Non, pas très bien. Et elle se trouvait entre les 2 portes, assise par terre. Tout autour, il y avait des fleurs et... Riant. Je ne sais pas pourquoi, je vois toujours Mère assise par terre. Mais oui, elle était là. Et puis tout d'un coup, c'était comme s'il y avait un groupe de gens d'un ashram. D'un ashram, oui, tout d'un coup, ça me frappe. Qui étaient venus la voir. Vous savez, comme autrefois aussi, les gens venaient d'autres endroits. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Ces gens sont venus. Et puis, il y avait un monsieur un peu maigre, avec son dhoti et Punjabi, je crois, ou shirt, une chemise, un bengali, évidemment, qui était avec ce groupe, ou pas de ce groupe, mais qui était arrivé à peu près en même temps. Et puis, il était arrivé devant Mère, et je me trouvais juste derrière lui, debout, regardant ce qui se passait. Il s'est agenouillé devant Mère, mais il n'a pas fait son pranam, parce qu'il était Sri Aurobindo. Il avait des fleurs dans les mains pour Mère, et il a offert les fleurs, et Mère aussi est restée à regarder. Et ils se sont regardés longtemps, et puis, à un moment donné, je n'ai plus vu Mère. Elle avait disparu. Et ce monsieur, il devait avoir une 40aine d'années, je dirais, ou même pas, entre 30 et 40. Il était maigre comme ça, évidemment un bengali, et je ne sais pas, il a dû tourner pour voir. Moi, à ce moment, je me suis trouvée assise, regardant comme ça dans l'espace et pensant profondément à quelque chose. À ce moment, il y avait, dans ce groupe dont j'ai parlé, un autre garçon qui se fichait un peu de tout le reste. Il y en avait plusieurs. Et puis, il y en avait un qui disait quelque chose. Et j'ai tourné mon regard. J'ai regardé. Je ne le voyais pas, mais je sentais. Vous savez, quand on est profondément absorbé et qu'on revient à peine, on regarde un peu comme ça et je ne sais pas ce qu'il a vu dans mon regard. Il est devenu tout à fait tranquille. Ça, c'était une partie. Et la deuxième partie, je suis sortie de cet endroit et j'ai vu, comment dire, je suis sortie et je ne sais pas où nous étions, mais nous veut dire Sejda, Rachabae et moi, 3. Et puis, il y avait une sorte de tissu comme un grand manteau, très léger, très transparent, avec de jolis petits dessins vert tendre. Alors, Sejda et Rajabai se le sont mis et j'ai dit Sri Aurobindo a dit que moi aussi je devais être là. Rajabai ne comprenait pas. Alors Seja a expliqué et Rajabai m'a mis ce manteau aussi et nous avons marché tous les 3. Voilà. Oui. La deuxième partie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je crois. Mais la première, c'est bizarre. C'était vraiment Sri Aurobindo? Je ne peux pas dire. Mais comment tu as su que c'était Sri Aurobindo? Je ne peux pas dire comment je l'ai su, mais j'ai su que c'était Sri Aurobindo.
Et puis, cette disparition de mère, ils se sont regardés longtemps. Mère, c'était mère, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de changement. Mais Sri Aurobindo comme ça, je ne l'ai pas connu. Surtout au début, quand il venait. C'était un homme bengali, c'est tout ce que je savais. Mais il n'a pas fait son pranam parce qu'il était Sri Aurobindo. C'est comme ça peut-être que j'ai su qu'il ne pouvait pas faire le pranam. Mais ça m'a paru très bizarre quand j'y ai pensé parce que Sri Aurobindo aurait tout à fait son pranam à mère, vous savez. La mère divine, c'est la mère divine pour lui. C'est mère qui n'aurait pas accepté que Sri Aurobindo fasse le pranam. Oui, c'est elle qui aurait fait le pranam, mais là, rien. Elle a regardé et puis elle a disparu. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Je ne sais pas à quoi je pensais. Non plus, après sa disparition, je suis restée là, très profondément pensive. Voilà. Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais extérieurement, il te donnait l'impression de Sri Aurobindo? Enfin, pas comme tu l'as connu, en tous les cas. Pas du tout comme je l'ai connu. Il n'avait même pas la barbe que nous voyons après son... Non, je ne peux pas dire qu'il me donnait l'impression de Sri Aurobindo, en fait. Mais il s'était agenouillé. Eh bien, je ne sais pas du tout, ma douce. Qu'est-ce que j'ai vu? Si quelques pensées me viennent, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. Oui. Moi, je n'ai rien compris. C'est pourquoi je me suis dit, mais est-ce qu'il faut vous raconter, enregistrer tout ça? Je ne sais pas. Et quelle était la sensation que te donnait mère quand elle regardait Sri Aurobindo? C'est curieux, je dirais taken aback. En français, tu dirais quoi? Étonné. Avec étonnement et je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Ils se sont regardés longtemps. J'étais derrière eux. Oui, mais c'est l'expression ou la sensation de mère que j'aimerais comprendre. Comprendre, oui. Elle le reconnaissait? Je dirais qu'elle le reconnaissait, mais elle ne le reconnaissait pas comme Sri Aurobindo. Vous voyez? Ah, voilà, c'est ça. Comme elle regardait, elle ne le reconnaissait pas comme Sri Aurobindo. Je dirais plutôt oui. C'est ça. Oui, ça doit être ce faux Sri Aurobindo qui fait son miskif, ses malices. Bon, voyons combien de temps il fera ce miskif. 30 janvier 1991. Tout de même, à force d'expériences pénibles, jour après jour et seconde après seconde et millimètre par millimètre, le corps apprend les microscopiques mouvements qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il tend vers un mouvement plus juste, moins déchirant. C'est encourageant. J'ai vu une énigme cette nuit, ou plutôt ce matin, et c'est tellement bizarre que cela a certainement un sens. Point d'exclamation entre parenthèses. Juste avant de me réveiller, j'ai vu 2 chaussures noires enfoncées par la pointe, en italique, dans une sorte de glaise grise, avec un mélange de blanc, semble-t-il. Et j'enfilais ces chaussures noires, 2 points d'exclamation.
Elles étaient enfoncées dans la glaise jusqu'à la cheville exclue, ce qui correspondait à la hauteur des lacets, s'il y en avait. En fait, c'était les talons qui sortaient. Noir égale inconscient, mort. Cette glaise était tout à fait comme de la pâte épaisse. Elle formait des petites ondulations comme si elle avait été brassée. Bizarre. L'étendue de glaise semblait grande, mais je ne saurais dire les limites ou les dimensions. Je voyais seulement ce que je regardais, ces chaussures noires plantées là-dedans. Point d'exclamation. 31 janvier 1991. Tout d'un coup, cet après-midi, comme par hasard, entre guillemets, le corps semble avoir trouvé la formule, la position juste ou le mouvement juste. Une microscopique chose ou mouvement ou position du cou et des épaules. Dieu veuille. Il faut voir si le corps retrouve sa découverte demain. Mais alors ces coups de boutoir, formidables. Du coup, ma vision du 29 janvier s'expliquerait. Février. Chronologie des événements mondiaux. 1er février. Golfe. Les troupes irakiennes se retirent après la bataille de Khafji en Arabie Saoudite, revendiquant une victoire. Pakistan-Afghanistan. Un séisme en Asie centrale a fait au moins 1500 morts. Iran. De graves inondations dans la province de Sistan-Baloutchistan laissent environ 30 000 personnes sans abri. 3 février. Bahreïn. Selon les images satellites transmises par la station orbitale soviétique Mir, une marée noire s'étend dans le Golfe sur environ 150 km de long et 30 km de large. 7 février, Grande-Bretagne. La résidence du Premier ministre est la cible d'un attentat revendiqué par l'IRA. 3 personnes sont blessées. 8 février, Afrique du Sud. Au cours de la plus importante rafle de prévention de crimes, en citation, 11 361 personnes sont interpellées par la police. 9 février, Japon. Un réacteur de la centrale nucléaire de Mihama connaît un incident grave. Pérou. Plusieurs grandes villes sont touchées par une épidémie de choléra provoquée par l'eau polluée. 11 février, Golfe. Le président américain George Bush annonce que la phase des raids aériens contre les forces irakiennes sera prolongée. Italie. La Cour de cassation, la plus haute instance de justice, décide la libération de plusieurs chefs de la mafia. 12 février, Golfe. Une cinquantaine de puits de pétrole dans l'ensemble des champs pétrolifères koweïtiens brûlent depuis une semaine. 14 février, Soudan. 7 millions de personnes sont menacées par la famine, mais la junte militaire demande le départ des organisations humanitaires étrangères. 15 février, Golfe. Le gouvernement irakien se déclare prêt à se retirer du Koweït dans le cadre d'un règlement négocié de la guerre. George Bush rejette les conditions et préconise un coup d'État en Irak. 18 février, Chine. La bourse de Shenzhen, la première du pays, est au bord de la faillite. 19 février, URSS. Le président de Russie, Boris Eltsine, demande la démission du président Mikhaïl Gorbatchev, qui l'accuse, citation, d'avoir trompé le peuple. 20 février, Albanie. Des dizaines de milliers de manifestants
déboulonne l'immense statue de l'ancien président Enver Hoxha à Tirana. 22 février, Golfe. George Bush rejette, au nom des Alliés, un plan de paix soviétique en 8 points qui est accepté par l'Irak. Il donne à Saddam Hussein 24 heures pour évacuer le Koweït. 23 février, Thaïlande. L'armée prend le pouvoir au cours d'une opération qui se déroule dans le calme. 24 février, Golfe. Les forces alliées lancent une, citation, opération terrestre de grande envergure contre les forces irakiennes au Koweït. Les soldats irakiens de la première ligne de défense se rendent par milliers. 26 février, Golfe. Les troupes irakiennes amorcent le retrait du Koweït. 27 février, Golfe. Les armées alliées poursuivent l'encerclement et la destruction des forces irakiennes. Les troupes koweïtiennes entrent dans la ville de Koweït. Bangladesh. Le Parti national du Bangladesh de la Begum Khaleda Zia remporte les élections législatives. 28 février, Golfe. Les forces alliées annoncent l'arrêt des hostilités après que Saddam Hussein a accepté les 12 résolutions de l'ONU. Les pertes alliées s'élèvent à 68 morts au combat, 5 disparus et 13 prisonniers. Les forces irakiennes ont perdu au moins 100 000 tués et blessés, 3 008 chars, 1856 blindés et 2140 pièces d'artillerie, soit les 2 tiers de leur équipement lourd.